Bonjour à tous, merci Jean-Christophe pour cette présentation qui, c'est vrai, me situe un peu au carrefour de certaines disciplines, la philosophie académique à la française, l'histoire de la psychologie et puis de fait la formation des professeurs, puisque en tant que maître de conférence, mon public est surtout celui d'enseignants du primaire ou de futurs enseignants. Si bien que ça permet de voir les choses, parce que évidemment il y a des choses communes et surtout à partir des périodes et des auteurs. Alors ici, je voudrais vous parler un peu comme l'ont fait Samuel et Camille, à partir d'un horizon biographique, d'un itinéraire d'un savant, d'un psychologue, de cela. Donc je voudrais qu'on fasse un peu d'histoire de la psychologie, et je dirais même du point de vue de l'éducation nouvelle, ou de l'histoire de l'éducation nouvelle, une sorte de préhistoire ou d'archéologie de la naissance de l'éducation nouvelle, comme ça a été proposé ce matin dans ce panorama, de cette ébullition intellectuelle, internationale, considérable, et de voir aussi à partir d'un auteur comment on a commencé à réfléchir à l'enfance, puisqu'évidemment il y a une historicité de la catégorie de l'enfance. Et donc souvent, par les discussions avec nos collègues d'histoire de la psychologie, il y en a beaucoup, je citerai Jacqueline Carrois, Vincent Barras, et Vincent Barras particulièrement, sur l'histoire à Genève. Bien évidemment, on a compris que Genève, vous le savez tous, est un point considérable de cette histoire-là. Et puis c'est vrai qu'on va à la... En fait, on se dit souvent d'histoire de la psychologie, il y a des figures tutélaires, ou même totémiques, qui sont évidemment non pas dérangeantes, mais qui nous empêchent de voir un certain nombre d'acteurs. Évidemment, il y a Freud, avec cette proposition historiographique de oublier Freud. Doit-on l'oublier? Non pas pour oublier ses théories, mais oublier cette figure impérialiste, on pourrait dire, ou impériale. De la même façon, Wilhelm Wundt se pose aussi la question du mythe fondateur de la psychologie de laboratoire, qui est surtout un discours performatif, plus que des pratiques de mesure. Et finalement, pour étendre cette remarque méthodologique à Jean Piaget. Et c'est vrai que alors, je vais revenir à Flournoy, et je vais essayer de m'expliquer pourquoi on peut faire cette hypothèse d'oublier Piaget, non pas oublier ses théories, mais de mesurer l'ombre, la lumière dispensée par cette figure pour essayer de faire l'histoire de ces pratiques. Je pense à la statue de Piaget devant la bibliothèque de la ville de Genève, qui est très imposante et qui est vraiment massive par rapport à ce que contient cette bibliothèque, le nombre de savants, de naturalistes, de dessinateurs. Et donc ce foisonnement est un peu caché par cette figure. Et donc, je voudrais me consacrer à Théodore Flournoy. Alors, certains d'entre vous, évidemment, le connaissent son nom, et vous dire aussi pourquoi ça m'a intéressé, comment j'ai rencontré cette figure, et pourquoi, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un que j'apprécie, je ne m'en cache pas de cette subjectivité assumée vis-à-vis en tant qu'historien. C'est justement parce que c'est l'un des meilleurs amis intellectuels et humains de William James. Donc William James, psychologue, philosophe, médecin américain de l'université de Harvard, considéré comme l'un des grands producteurs du savoir psychologique au tournant du siècle. Voilà, si vous avez tous une idée, je pense, de qui c'est. Or, il existe une correspondance. Alors, en français et en anglais, ils s'écrivent chacun dans leur langue maternelle. Entre James, une correspondance assez conséquente, extrêmement dense sur ce qu'ils essayent de faire, sur leurs enjeux respectifs, ils se côtoient, etc. Et donc cette correspondance a été l'une des sources majeures, correspondance inédite, enfin en français, source majeure de mon travail de thèse il y a déjà quelques années. Alors, je voudrais proposer de rapide, oh ça va, j'ai un peu le temps, de vous présenter Flournoy, et surtout Flournoy d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire son rôle notamment dans les institutions genevoises sur l'institutionnalisation de la psychologie au sens de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un savoir assez étendu dans ses ambitions et dans ses réflexions et dans ses objets, surtout, c'est ça qui me semble très intéressant, dont l'enfance est d'une voie de développement possible. Et puis vous proposez un exposé rapide, mais de son maître-livre, un livre assez intéressant qui a été oublié et qui justement parle on va dire, du subconscient, de la dimension subconsciente des personnalités et de l'importance de considérer ce travail psychique non conscient,
mais cela avant même d'avoir lu Freud, ou du moins d'avoir lu les études sur l'hystérie, donc un rôle dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la découverte de l'inconscient, ou des inconscients, ou du subconscient. Et puis ensuite de prendre un point particulier qui est celui que je proposais, qui est celui de l'enfance. Puisque dans ce livre, qui est une conceptualisation du travail inconscient dans la constitution, dans la psychogénèse des personnalités, il y a une dimension, il y a une conceptualisation de ce que pourrait être l'enfant dans la personnalité adulte, de ce que pourrait être le type de production infantile. Et je trouve que c'est un point de ce livre qui n'a pas été forcément discuté et qui présente un intérêt manifeste, surtout si on veut faire l'histoire notamment de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, qui est évidemment l'horizon de développement des travaux de Flournoy, puisqu'il a contribué. Alors oui, Flournoy, c'est le cousin de Claparède, il a une vingtaine d'années de plus qu'Édouard Claparède. C'est eux deux, ils ont travaillé main dans la main, notamment dans l'institutionnalisation de la psychologie ou des psychologies, et aussi dans la revue très importante des archives de psychologie de Suisse romande, qui deviendra les archives de psychologie à partir de 1905. En gros, ils sortent beaucoup d'argent de leur poche, et c'est eux les deux figures, les chevilles ouvrières de cette revue tout à fait cardinale dans l'histoire internationale de la psychologie à cette époque. Alors, Flournoy, on peut le présenter comme justement la figure d'un savant genevois. Genève, ville de science, c'est bien connu depuis plusieurs siècles. Il appartient à cette haute bourgeoisie protestante, cultivée, bourgeoisie de financiers, de pasteurs évidemment, et de savants. Donc il fait partie de ce milieu-là très nettement d'un point de vue aussi géographique. Dans les quartiers de Genève, les quartiers en hauteur de Genève, il cherche à devenir naturaliste. La figure du naturaliste est très, très importante dans ses années de formation. Il fait ses études de médecine à l'université de Strasbourg, ce qui aussi l'initie avec la physiologie de langue allemande, avec la langue allemande elle-même. Et puis, c'est quelqu'un qui fait partie de l'université de Genève au moment où c'est Karl Vogt qui essaye de rendre matériel, qui déspiritualise ou déchristianise les formations académiques genevoises. Il a écrit un livre très important. En fait, il finit par occuper la première chaire de psychologie 1891, ce qui est très tôt à l'échelle des autres chaires dans le monde entier. C'est lui après être Privatdozent, il a été nommé professeur. Ce qui est intéressant, c'est que cette chaire de psychologie à l'université de Genève fait partie de la faculté des sciences, ce qui est différent de certains nombre d'autres facultés où c'est lié à la philosophie. Donc il écrit un livre tout à fait intéressant, tout à fait lumineux, suite à cette leçon inaugurale, qui s'appelle Métaphysique et psychologie. Métaphysique et psychologie, c'est un petit fascicule extrêmement clair sur ce qu'on pourrait appeler, de manière anachronique, l'épistémologie de la psychologie expérimentale ou de la psychologie physiologique à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des interdictions, notamment sur le principe du parallélisme psychophysique, sur le caractère indu du questionnement métaphysique dans la psychologie. Il a une formule qui lui dit de près, il nous dit « examiner de près le principe même qui sert de base à la psychologie moderne, on pourrait dire psychologique expérimentale, se trouve ainsi. Elle présente deux faces opposées, l'une regardant vers l'avenir, sourit à la science, tandis que l'autre, tournée vers le passé, montre les dents à la métaphysique. » Alors, sous cette métaphore, en fait, je trouve c'est un point que j'aimerais relever devant vous, c'est que Flournoy a un style philosophique extrêmement clair. Il y a aussi de l'humour, il y a aussi des trouvailles, et ça c'est tout à fait intéressant lorsque on lit ses articles, ses ouvrages, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a une dimension de plaisir par rapport à la clarté et aussi à un degré d'humour retenu, on va dire. Alors, justement, les devenirs de la psychologie. Faire l'histoire de la psychologie est très compliqué et il y a ce mythe du dire il y a des développements de travaux en laboratoire. Le mythe du travail, de la scientificisation du travail psychologique dans le laboratoire est extrêmement présente parce que finalement les travaux de laboratoire en eux-mêmes sont souvent assez laborieux, on n'en tire pas forcément de montée en généralité, etc. Et lui, on se rend compte que justement, il fonde un laboratoire à Genève, il a un certain nombre d'étudiants, mais c'est une corvée
parce qu'il a beau acheter, s'intéresser aux techniques, il achète à Freiburg chez Münsterberg des nouveaux appareils, etc. Mais il se dit l'avenir de la psychologie n'est pas là. On ne peut pas se cantonner aux mesures, on arrive à peu de choses. Il travaille sur la synesthésie, des choses comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Accident de parcours, en 1898, son laboratoire est incendié. Et pour lui, c'est une grande joie, parce qu'il se décharge totalement, il n'a plus d'étudiants, il peut faire autre chose. Et il y a une lettre assez savoureuse où il dit à James, je ne m'en plains aucunement, pour moi, c'est la fin d'un fardeau. Alors, derrière le côté anecdotique de cela, mais quoique chacun d'entre vous comprend aussi de quoi il en retourne, quand on a des fardeaux professionnels à porter, il nous dit ceci. En fait, il parle de l'avenir de la psychologie. Pourquoi l'incendie est quelque part l'incarnation de ce que peut-on se débarrasser de la psychologie de laboratoire pour faire d'autres choses, d'autres types d'observations, d'autres choses. Alors il nous dit, jusqu'ici, tous les travaux de laboratoire de psychologie proprement dit, c'est singulièrement peu de choses en comparaison des progrès. Donc là, on voit l'homme de science qui fait attention à l'horizon de la recherche qui se constitue, accompli des perspectives ouvertes par la pratique de l'hypnotisme, l'observation des maladies mentales et nerveuses, les recherches statistiques, tous les genres de criminels, les élèves des écoles et les hallucinés. Donc là, on voit l'éventail de ce qui se constitue pour lui de développement de la psychologie, notamment les élèves des écoles. Et là, on sent que c'est lié à Genève. Alors, deuxième point, son grand livre, et ça c'est tout à fait intéressant, c'est un livre qui s'appelle « Des Indes à la planète Mars », publié en 1899, ou puis des fois c'est 1900, ça dépend de l'éditeur. Et le sous-titre est quand même plus éloquent par rapport à ce dont il est question, c'est « Observation d'un cas de somnambulisme avec glossolalie ». Donc il y a un seul cas qui est étudié, c'est une somnambule genevoise qui crée des langues inédites. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la version savante. En fait, c'est les Genevois, les savants de l'Université de Genève, qui étudient une médium spirit, donc qui prétend tout un tas de phénomènes, d'études, de parler avec les morts, de pouvoir voir les choses. C'était évidemment extrêmement courant à l'époque. C'est une jeune femme qui se porte très bien, qui n'est pas du tout à l'hôpital, qui qui vend des tissus dans la plaine de Paimpalais, c'est-à-dire qui est d'un milieu beaucoup plus populaire que ces savants genevois. Et les savants genevois, dont Flournoy, étudient en col amidonné ces femmes qui créent des langues naturelles ou qui prétendent faire bouger les guéridons, enfin, toute une corde de phénomènes bien documentés dans le livre et qui les intéressent pour l'avenir de la psychologie elle-même. Alors, que se passe-t-il? C'est une enquête, c'est un livre qui fait 350 pages, qui est d'ailleurs très ludique, justement, à lire. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a ce qu'il appelle, dans ses analyses, il y a 3 romans. Il appelle ça des romans. D'abord, elle prétend être la réincarnation de Marie-Antoinette, elle parle avec le comte d'Orléans, etc. Donc ça fait sourire dans les salons des savants, mais il y a un certain nombre de phénomènes étranges. Notamment, elle sait écrire, il y a une graphie du XVIIIe siècle, alors il est très sérieusement, il fait est-ce qu'on peut le prouver, etc. Le second cycle, c'est un cycle qu'il qualifie d'hindou, et c'est que là, elle se prétend être une réincarnation d'une princesse hindoue du XVe siècle au sens européen. Et le troisième cycle, c'est un cycle martien. C'est que là, elle invente la langue de la planète Mars, avec un alphabet, avec une prononciation, avec des visions rouges, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui justifie de s'intéresser à ces sujets? Je vous donne, et là on retrouve l'esprit de Flournoy, il nous dit, en fait, la parapsychologie, c'est-à-dire c'est lui qui crée le mot, la parapsychologie à l'époque est un domaine tout à fait légitime, lié à James et à d'autres. Enfin, légitime pour une frange des psychologues. Je vous donne juste les 2 principes épistémologiques ou principes philosophiques qui lui permettent de justifier l'étude de ces phénomènes. Il en donne 2. Il y a le principe d'Hamlet et le principe de Laplace. Il le dit au début. Le principe d'Hamlet, c'est la fameuse formule de la pièce de Shakespeare, c'est « il existe plus de choses sur la terre et dans le ciel que tu t'en as jamais rêvé, Horatio ». Genre, il y a toujours le réel excède l'intellectuel. Et le second, qui sert, dit-il, de contrepoison, c'est le principe de Laplace. Donc, le probabiliste Laplace nous dit « oui, d'accord, tout est possible dans ce monde, mais l'étrangeté des faits doit être le poids des preuves doit être proportionné à l'étrangeté des faits. »
C'est-à-dire que plus c'est gros, plus on doit être rigoureux dans l'attestation des preuves de ces phénomènes. Ça, c'est les deux principes qui lui permettent de faire cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette création de langue inédite? Quand elle se prend pour une princesse, mais il ne le dit pas en ces termes-là, c'est moi qui le réinterprète, une princesse hindoue, on se rend compte qu'elle est capable de produire du langage sanskrit. Or, comment une jeune femme d'un milieu populaire genevois peut-elle avoir accès à du sanskrit? Ce n'est pas possible. Alors, je vous passe toute l'enquête de Flournoy, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, son voisin à l'université, son voisin de couloir à l'université de Genève, c'est justement le spécialiste des langues indo-européennes, Ferdinand de Saussure. Ils sont amis avec les Saussure, et Saussure lui-même examine les prétendus spécimens de sanskrit créés par cette somnambule, et il nous dit « Ah, c'est intéressant, en fait, c'est pas du sanskrit, c'est un langage sanscritoïde. » C'est-à-dire que c'est une forme de pastiche de ce que pourrait être du sanskrit. Néanmoins, il y a une sorte de photographie visuelle de lettres sanskrites authentiques, certaines d'entre elles. Je ne sais pas si on peut parler de lettres d'ailleurs, enfin de caractères sanscrits. Donc l'énigme reste entière et finalement, même Saussure et Flournoy sont là, on ne sait pas où est-ce qu'on peut en dire. Alors, l'énigme prend un tour beaucoup plus sereine avec la création de la langue martienne. Alors, il y a des visions rouges, etc. Il y a tout un alphabet, mais c'est un alphabet à 27 lettres. Il y a toute une prononciation. Elle crée des langues entières de langue martienne. Et alors là, Flournoy, il commence à y voir plus clair. Il nous dit, bon, ben voilà, c'est un travestissement de la langue française. En fait, ce qui se passe, c'est que cette médium entre dans des états hypnoïdes, en sommeil. Et donc, il nous dit, à la faveur de ces états de transe créés à la fois par les communautés savantes, à la fois, lui, il croit qu'il y a une psychophysiologie authentique de l'hypnose, il nous dit, à la faveur de ces états-là, elle est capable de créer, de faire appel à de son imagination, une imagination inconsciente. Il y a un travail souterrain de création de langue. C'est ce qu'il appelle, et là, c'est l'un de ses concepts fondamentaux de sa résolution de l'énigme, il appelle ça la cryptomnésie. C'est-à-dire que comme une plaque sensorielle, comme dirait Hume, depuis l'enfance, l'adolescence, tout ce qu'un humain ou un individu est capable d'enregistrer comme sensorialité, on en oublie évidemment l'immense partie. Sauf que des choses restent. Et à la faveur de ces états spéciaux, qui sont d'ailleurs un peu comme le rêve, dit-il, ou le sommeil, on est capable de faire rejaillir des éléments qu'on avait complètement oubliés. Donc, pour l'histoire des caractères sanscrits, eh bien, elle aurait pu avoir, il n'est pas impossible qu'elle ait pu voir un manuel de sanskrit d'étudiants de Genève oublié sur une table, et que ça l'ait marqué, presque comme une photographie mentale, et qu'elle aurait pu être capable de ressortir un certain nombre de ces caractères-là. En tout cas, la langue martienne, pour Flournoy, donne la clé de l'énigme, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'en viens au troisième et dernier point, c'est qu'il appelle ça un travestissement enfantin d'un certain nombre de souvenirs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'une part, d'après l'étude de ce cas spécial, il faut faire l'hypothèse d'un domaine psychique qu'il appelle subconscient ou subliminal, en dessous du seuil. Donc à l'époque, dans l'histoire de la psychologie, c'est évidemment un schisme, pas une révolution, mais du moins le centre de gravité change, c'est-à-dire qu'en fait, de la même façon que Freud, à la même époque, dans la Traumdeutung, il nous dit l'un des centres psychiques n'est pas conscient, il n'y a pas de souvenir. Donc il faut faire l'hypothèse d'un travail souterrain, inconscient, permanent, dans la psychogénèse de toutes les personnalités. Puisque là, on a une personnalité assez exceptionnelle, mais ça, pour lui, c'est généralisable à tous les individus. Et c'est ce qui peut nous permettre de comprendre la psychogénèse des personnalités, des enfants, des malades, mais aussi des personnalités normales. Il appelle ça l'hypothèse du subliminal. Alors, subliminal. Alors, il est frappé. Donc, pourquoi il conceptualise l'enfance? À l'époque, finalement, qui utilise la théorie d'enfance en psychologie? Finalement, pas tant que ça, à ma connaissance. Je sais que évidemment, dans le cas Anao, dans les études sur l'hystérie, il y a une tentative de revenir à des couches anciennes de la personnalité afin de résoudre un certain nombre de conflits psychiques. Je pense que cette pratique, qui est très liée au docteur Breuer, était assez présente chez les praticiens, notamment chez les magnétistes.
Je crois qu'il y a une sorte de culture spontanée de retour à des aspects antérieurs de la personnalité. Et là, je pense aux travaux de Saussure et Chertok, Raymond de Saussure, sur ces pratiques magnétiques à partir des écrits, où il y a de l'ordre des pratiques à la Breuer, à la Freud, déjà avant, mais qui sont moins intellectualisées, moins théorisées, moins systémiques et moins rigoureuses. D'autre part, il nous dit, qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que s'intéresser à l'enfance ou à l'enfant actif dans la personnalité normale, c'est être capable de faire la psychogénèse des individus. Ça, c'est tout à fait net comme conclusion. Et puis, ce qu'il nous dit, il y a, c'est ce qu'il appelle, il est assez riche, il appelle ça une activité glossopoïétique. C'est que pour lui, l'enfance, c'est d'abord un individu qui n'est pas déterminé par les règles de la logique, ni les règles scientifiques, et que justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un humain qui se sépare, qui n'est pas lié à ces règles analytiques, on va dire. Donc, finalement, sa question, c'est en parlant du médium, qui est l'auteur du roman martien? Eh bien, pour lui, alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à résoudre dans le bouquin, c'est est-ce que l'enfance est permanente dans la personnalité? Est-ce que c'est une couche permanente, un travail? Il y a toujours un enfant dans la personnalité. Ou bien, il y a une autre option, c'est qu'il y aurait un conflit, dit-il. Il y aurait des retours d'enfance. Par exemple, quand elle rentre en transe, ce serait la petite Hélène, elle s'appelle Hélène Spies, la petite Hélène qui rejaillirait à un moment donné, mais qui est très différente de la personnalité normale. Donc, il y a à la fois coexistence de l'enfance et de l'adulte, et aussi de l'adolescence, ça c'est une autre histoire, ou alors parallélisme systématique, ça c'est pas tout à fait déterminé. Alors pour terminer, peut-être parce que le temps passe, je crois que c'est tout à fait intéressant de comprendre que le thématique de l'enfance, parce que ce livre a été extrêmement lu, et en gros est une préhistoire conceptuelle de la force de l'intérêt de l'enfance à Genève, notamment 10 années plus tard, dans la création de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Voilà, je vous remercie.